Et bienvenue à tous dans le Dorado Show épisode 16, le podcast des parieurs sharp, des parieurs gagnants. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un des meilleurs parieurs tennis au monde et je ne mâche pas mes mots. Acteur majeur du pari sportif francophone, parieur professionnel. Il a un bilan certifié sur Bet2Invest avec plus de 1561 pronostics et un retour sur investissement de 3,73%. Et il atteint ce niveau, c'est pas par hasard. Il a structuré sa méthode, parier sur des codes value, utiliser les meilleurs outils, notamment Tennis Metrics, qu'on a déjà vu avec Ellie dans un précédent épisode. Il a optimisé sa gestion de bankroll. Bref, il a travaillé sur le long terme et aujourd'hui, il a accepté de venir partager son parcours, ses méthodes, ses réflexions, et je suis fier de recevoir dans le Dorado Show, juste avant Wimbledon, Marcos ATP. Bienvenue à toi Marcos, merci d'être présent pour partager ton parcours dans les paris sportifs. Déjà, merci à toi de m'inviter. C'est vraiment un plaisir d'être là. C'est une interview qu'on devait faire depuis quelques temps déjà. Moi, j'avais hâte parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Yes. Et pareil, j'aime bien un peu parler de comment j'en suis arrivé là aussi. En toute modestie, évidemment. Mhm. Mais je pense que si je peux apprendre des choses à des personnes, peu importe sur le sujet, que ce soit tennis ou plus global sur le pari sportif, ça peut être très bien. Donc voilà. Yes, yes. Merci. Et de rien, avec plaisir. Et avant de revenir un peu sur ton parcours, comment tu te sens là pour Wimbledon là? Dis-moi. Ouais, comme je le disais, c'est un peu sportif pour l'instant parce que du coup, il y a les qualifications qui ont commencé. On a des tournois un peu plus classiques aussi qui sont en cours. Donc, on a déjà beaucoup de matchs et on essaie de se préparer du mieux qu'on peut forcément pour Wimbledon. Donc, Mhm. ouais, il y a du sport, mais c'est du bon sport. Voilà, on sait qu'il y a des périodes comme ça où on doit travailler tête baissée et ça en fait partie. Et tu vois, j'avais pas prévu de te poser cette question-là, mais comment vous vous préparez, enfin, comment tu te prépares toi? Alors, en fait, on Pour un essaye tournoi comme pour celui-ci, mentalement, niveau stratégie, niveau approche, comment t'abordes ces tournois mettre. qui durent 15 jours, quoi, c'est ça? Donc du coup, c'est hyper intense. Et puis, sur 15 jours, c'est un peu comme les compétitions internationales de basket. T'as beaucoup de variance sur cette courte période et t'es attendu, donc tu dois avoir pas mal de pression. C'est ça. Alors déjà, c'est un peu particulier parce que chaque Grand Chelem dure 15 jours, mais la première semaine est très condensée. Il y a énormément de matchs. Et la deuxième semaine est beaucoup plus tranquille. Il va y avoir vraiment un nombre de matchs qui est réduit et on va dire que c'est déjà un peu la fin du tournoi, entre guillemets. Mhm. Il y a évidemment des matchs très intéressants, mais le nombre chute très rapidement. Pour ce qui est de la préparation, on va dire que naturellement, sur les grands chelems, on a une excitation qui arrive d'elle-même. On sait que c'est des très gros tournois. Nous, on est passionnés du coup par le tennis, donc forcément, on est content d'avoir ces événements-là. Et ouais, il y a un petit truc avant le début des tournois. On se dit, ah là, il va y avoir des gros matchs. Mhm. On voit les wildcards qui sont annoncés. Il y a le tirage au sort aussi qui est toujours très sympa. Donc en fait, naturellement, on a ouais, une excitation qui grandit jusqu'au moment où le tournoi commence et on est en plein dedans, quoi. Donc c'est vraiment le Mhm. meilleur moment, quoi. On Ouais. sait qu'il y a énormément de travail, mais en même temps, on est content. Enfin, moi, je suis très content d'avoir autant de travail pendant ces périodes. Ok, ok. Et ouais, c'est sûr que ça doit être cette petite excitation que moi je peux ressentir quand la NBA démarre. Ouais. Et puis après, c'est très long, donc ça s'estompe. Mais vous, c'est vrai que c'est très intense hein, sur 15 jours et parfois on peut se mettre un peu de pression. Donc vous avez toute une préparation. Je suppose vous regardez la saison sur gazon, vous prenez déjà un petit peu des notes et tout Ouais. ça, quoi. C'est ça, on essaie de suivre un peu tous les tournois de préparation qui sont là un peu pour du coup que les joueurs s'y préparent. Et on va un peu. Alors, je sais que des fois, on regarde plus globalement les tournois, mais des fois, on va un peu cibler quelques joueurs Ok. qu'on a envie un peu de découvrir sur la surface parce que du coup, par exemple, le gazon, c'est l'exemple parfait. C'est une saison qui dure vraiment peu de temps avec peu de tournois. Donc, on a des joueurs, on sait absolument pas ce qu'ils donnent sur gazon et on Mhm. a besoin d'avoir un peu ces informations très rapidement parce que du coup, la saison est très courte. Mhm. Et le moment où on a les infos et le moment où vraiment peut-être qu'il va perdre au premier tour à Wimbledon, du coup, c'est fini, quoi. Et ces infos-là, on les aura pas avant l'année prochaine. Et vous regardez un peu les tournois justement de l'année d'avant pour aussi vous donner quelques idées ou... Ouais, on essaie vraiment de Ouais. laisser le moins de chance au hasard. On regarde un peu ce qui s'est passé les autres années. Il y a des tournois qui sont très spécifiques avant les grands chelems. Du coup, il y a moins de gros joueurs qui sont impliqués dans ces tournois-là. Parce que du coup, Mhm. c'est des petits tournois, entre guillemets. Et ils n'ont pas vraiment d'intérêt à venir sur ces tournois-là. Ils préfèrent directement aller se préparer.
sur place pour le grand tournoi. Et du coup, ouais, c'est vraiment un fonctionnement qui est très différent des autres moments de l'année. C'est pour ça qu'il n'y en a que quatre. D'accord. Donc, voilà. Ok, ok. Bon bah super. Donc je te souhaite une superbe compétition de Wimbledon. Merci. Et d'ailleurs, bah comment t'as commencé les paris sportifs? Quelle est ta trajectoire? Depuis quand t'en fais? À quel moment t'as eu des déclics pour commencer à te structurer et avoir les résultats que t'as aujourd'hui en fait? Alors du coup, j'ai 27 ans. J'ai commencé, je dirais, les paris sportifs vers 16 ans. Mhm, Vraiment à la base, quand en fait, avec tes potes, tu découvres que tu peux aller parier au tabac tout bêtement. mhm, Donc tu vas faire tes petits tickets. Je sais que je pariais sur du tennis, du foot, du basket aussi. Peu importe, on pariait juste pour parier. Et forcément, c'est un truc qui a grandi un peu chez moi. L'excitation de pouvoir juste miser de l'argent sur du sport. mhm, Moi, c'était un truc qui me plaisait beaucoup. Et de fil en aiguille, j'ai continué à parier de manière très amateur pendant des années. C'était pas quelque chose qui me plaisait forcément dans le sens où je me voyais pas mhm. devenir parieur professionnel ou quoi. Mais juste, j'aimais ça. Ok. Et du coup, c'est par là que j'ai commencé. Je me suis un peu resserré sur le tennis parce que du coup, j'en fais depuis pareil tout petit. C'est vraiment une passion. Donc, c'est là où j'estimais que j'avais un peu plus de connaissances qu'ailleurs. Ok. Pourtant, j'en avais pas beaucoup, mais voilà, c'était juste un peu plus de vécu par rapport à ça. Et après, bah, j'ai découvert aussi sur Twitter des tipsters, des pronostiqueurs français qui partageaient un peu leurs avis. Et moi, j'aimais beaucoup l'aspect analyse de pourquoi parier sur ce joueur-là, des choses, des petites lectures un peu tactiques et tout. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui me plaisait. Mhm, Et bêtement, je me suis dit, bon, bah, moi, je parie sur le tennis. Je pense que tactiquement, j'ai un peu des bases via ce que j'ai fait au tennis dans ma vie. mhm. Je pense que je comprends un peu le tennis, voilà. Donc, je vais essayer de faire comme eux, ils font, juste pour partager aux gens. Et voilà. J'aimais pas cet aspect juste du tipster qui donne son pari en disant, bon, bah, misez sur lui, c'est tout. Moi, j'aimais bien expliquer. Et j'ai Ok. commencé comme ça en disant, bon, bah voilà, j'estime que là, il y a une value parce que je crois que j'utilisais même pas le terme value au début. J'étais vraiment au bas du pari sportif, quoi. C'était vraiment histoire de vraiment parler d'un match de tennis, plus que Voilà, vraiment tu parier voulais, pronostic. ok, tu voulais vraiment partager ce que tu savais, comment tu avais analysé les Voilà, matchs, etc. Et puis bah voilà, en toute humilité, partager tes pronostics sur Twitter, sur X, c'est ça. c'est D'ailleurs, ça. vous pouvez retrouver Marcos ATP sur Twitter, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, c'est marrant comment tu as commencé les paris sportifs à 16 ans au tabac, parce que c'est exactement Ouais. ce que j'ai fait aussi. Et d'ailleurs, bon bah ça sortira pas demain de l'émission, mais demain j'ai rendez-vous avec Lionel de Mediaprono, un ancien, je sais pas si tu connais, et on va vous partager des petites pépites de l'époque. Ça va être marrant. Je tease un petit peu cette émission. Mais ouais, donc du coup, tu commences le tabac, tu vois que putain, je peux faire quelque chose avec mes connaissances sportives. Tout de suite, ça te branche, ça te crée un petit déclic dans ta tête. Et puis, tu vas sur Twitter à l'époque et tu vois qu'il y a des gens qui partagent leurs pronos et tu te dis, mais moi, j'ai envie de faire ça et je partage mes analyses parce que c'est Mm. ce que t'aimes faire. T'as évolué comment en fait tout au long de ce parcours et de ce processus en commençant à partager sur X? C'est vraiment c'est vraiment un process qui a été long dans le sens où, au départ, comme je l'ai dit, je mettais vraiment ça en termes d'analyse et pas vraiment de paris sportif. Moi, je pariais, mais je pariais, du coup, je faisais des combinés, je pariais sur des matchs où parfois il n'y avait pas d'analyse et juste je sentais bien le match, entre guillemets. Mhm. Et je démarrais vraiment comme un fiche, quoi, vraiment tout en bas et j'étais pas bon du coup et je mettais pas non plus la forme dedans quoi. J'avais pas de suivi, j'avais rien. Et en fait, à force de suivre du coup des tipsters sur X et tout, et je voyais en fait que du coup ils étaient très pros, ils étaient cadrés et puis forcément ils me donnaient un peu des notions de comment il faut parier, pourquoi il faut pas faire des combinés. Et j'ai vraiment appris sur le tas là-bas. Je pense que vraiment le gros de l'apprentissage a été fait au niveau des bases sur X. Ok. Et du coup, de fil en aiguille, moi aussi, j'ai commencé un peu à me professionnaliser, arrêter un peu les combinés, juste faire des matchs simples.
euh, avoir une gestion de mise aussi qui était un peu plus intelligente, tout en continuant la partie analyse qui vraiment pour moi c'est là où je prends le plus de plaisir. C'est vraiment analyser les matchs, écrire des choses et, euh, et juste avec cette fonction, enfin, juste ce partage-là, j'ai eu deux, trois opportunités qui m'ont mené à un truc qui était vraiment plus pro, où je me suis dit, ah, bah en fait, c'est vrai que peut-être en étant hyper pro et en allant au bout des choses, peut-être que je peux réussir à déjà gagner de l'argent et surtout à en faire gagner. Moi, c'est un truc qui me Mhm. fait hyper plaisir de me dire, ah, mais en fait, les mecs, je peux peut-être les aider à gagner de l'argent, quoi. Parce que je pense Mhm. à moi quand j'étais plus jeune et je me dis, mais ça se trouve, il y a plein de mecs qui m'ont fait gagner de l'argent et j'aimerais être comme eux, quoi. Mhm. Mhm. C'était un Mhm. truc un peu bête comme ça. D'accord, donc en fait, tu as appris un peu sur le tas. Mm. Ce qui est assez drôle de ce que je comprends, tu me dis si je me trompe. T'as pas arrêté les combinés comme certains parce ils ont tenu un bilan et se sont rendu compte ils ont perdu de l'argent. C'est juste parce que Non. t'as des personnes qui étaient estimées sérieuses dans le milieu, qui ont dit jouez en simple, ne faites pas de combinés. Et tu t'es dit ah ok bon bah si ces personnes disent ça et ils sont là où ils en sont aujourd'hui, je vais faire du simple. Et c'est assez intéressant parce que t'as pas eu on va dire cet ego de dire mais non, moi je gagne avec mes combinés, etc. Et tu as dit ok, je vais appliquer petit à petit les conseils que j'apprends. Et en fait, finalement, ton compte X, si je me trompe pas, c'était un peu ton journal de bord où tu partageais un peu ce que tu apprenais sur le tas et tout ça, quoi. C'est ça. Je pense que si tu remontes tous mes tweets et tout, tu peux retomber sur les premiers trucs où je faisais comment ça s'appelle, des posts, en fait, où vraiment, des fois, je pariais sur 10 ou 15 matchs, limite. Il y avait des combinés, il y avait des trucs, voilà, c'était vraiment. Mais après, je pense qu'on peut voir l'évolution. C'est Ouais, peut-être ouais, pas ça mal peut aussi être dans un sens. intéressant, c'est Ouais, clair, on peut voir l'évolution que bah t'as commencé comme tout le monde à vouloir gagner gros rapidement, à faire ouais, des combinés, à parfois miser peut-être au-dessus de ce que tu pouvais te permettre de perdre, et puis bah à un moment t'as eu ce déclic en observant cette intelligence de dire ok attends je vais m'améliorer, je vais progresser, je vais apprendre des autres. Et comment t'as su sur X qu'il fallait écouter et qu'il fallait pas écouter? Parce qu'il y a quand même tout et n'importe quoi. alors honnêtement, de tête, je me souviens pas trop qui m'a marqué et pourquoi, mais je sais que du coup, je traînais un peu beaucoup sur les hashtags qui revenaient un peu Mhm, sur les paris sportifs. Donc, je crois que c'est Team Parieur. Et après, je voyais aussi par rapport aux hashtags des tournois sur lesquels moi je misais. Donc, forcément, en fait, je voyais un peu ce que les autres personnes mettaient et ceux qui étaient mis en avant. Forcément, je leur donnais un peu de crédit. Et puis après, on voit assez rapidement qui est sérieux ou pas dans la manière aussi de s'exprimer, je trouve, dans les projets aussi. Et du coup, les tout premiers, moi, qui m'ont vraiment mis ce truc-là, c'était tout ce qui était DRX, Benjol, et il y en avait un troisième, malheureusement, je me rappelle plus du nom. Mais voilà, c'était un peu des mecs qui pariaient sur le tennis, qui faisaient des lives, qui étaient vraiment toujours présents et qui, en plus de ça, peut-être que je comprenais pas à quel point ils étaient bons sur la value, mhm, mais de l'extérieur, je me disais, ah bah ça a l'air d'être des mecs sérieux, ils donnent des conseils sur les paris, juste je vais essayer un peu de faire comme eux et j'ai suivi un peu le rythme comme ça, parce que je savais que moi, je gagnais pas d'argent grâce aux paris sportifs. Je tenais pas un bilan ou quoi, mais je savais que dès que je faisais des combinés ou quoi et que je jouais mon argent en perso, je perdais de l'argent, tout mhm, simplement. mhm. Tu pouvais pas te cacher à un moment ton solde et Oui, le nombre de voilà. dépôts que tu Voilà. fais. Tu sais que bon, j'ai pas forcément gagné ces derniers temps, du moins. Tu sais pas Ouais. exactement la somme, mais tu sais que t'es pas sur la bonne voie, quoi, de toute façon. Oui, voilà, Ok. c'est ça. Ok, très intéressant tout ça de pouvoir voir ce parcours et cette évolution et après t'as tenu un bilan et t'as vu putain je gagne quoi. Et là Euh, quand tu te rends compte que t'es gagnant il y a un truc qui se passe dans le cerveau. alors, ça a été un peu plus compliqué que ça dans le sens où j'ai commencé à me professionnaliser, mais le suivi de mes performances a mis encore un peu de temps à arriver derrière. Parce Mhm, que du coup, j'avais un peu ce cap de me dire, ah, mais je comprenais pas trop pourquoi il fallait que j'ai un suivi. Parce que pour moi, c'était vraiment un truc que je partageais mhm, personnellement et je pensais pas que déjà il y avait des gens qui allaient me suivre sur ce que je mettais. Je faisais ça vraiment pour moi m'amuser et puis essayer un peu de me professionnaliser, mais sans aller à l'extrême. Et du coup,
euh, j'ai rencontré Ellie qui montait Tennis Metrics. Et on a commencé par là, donc on a discuté un peu. Il m'a dit, ouais, j'aime bien tes analyses, comment t'écris et tout, et c'est un peu ce qu'on cherche, mais t'as pas de suivi de bilan. Et je lui ai dit, oui, alors en fait, j'avais un peu des suivis de bilan à droite à gauche, mais qui n'étaient pas complets et qui n'étaient pas allés jusqu'au bout. Il y avait des morceaux, et en soi, je savais pas trop si je gagnais. Moi, j'estimais que je gagnais, mais j'en étais pas sûr, vu que j'avais pas les résultats derrière. Mhm. Et il m'a vraiment dit, en fait, la prochaine étape pour vraiment que tu deviennes bon, c'est d'avoir un suivi parce que ça se trouve, tu es très bon, mais ça se trouve, tu es très nul en fait, quoi. Donc, il y a un moment, faut pas se cacher, quoi. Ouais, et donc, c'est tes analyses, la qualité de tes analyses qui a fait que Ellie t'a repéré et t'a rencontré. Vous avez commencé à bosser ensemble, t'as tenu un bilan carré. C'était déjà, comment dire, c'était quand en fait, au Je niveau dirais que c'était temporalité, parce que tu dis que t'as commencé, t'avais 16 ans, donc il y a 9 ans si je me trompe pas. euh, Euh, 11 ans même. 11 ans. Ça fait mal, ça fait Ouais. mal, ouais. Il y a 11 ans. Et du coup, ouais, niveau chronologie, Euh, à partir du moment où j'ai commencé à parier à 16 ans, je pense que jusqu'à peut-être 22, 23 ans, je pariais au tabac uniquement sans vraiment toucher à tout ce qui était Twitter. Et à partir de 22 ans, 23 ans, je pense que j'ai commencé peut-être sur Twitter. Et avec Ellie, je dirais que ça fait peut-être 2 ans et demi, 3 ans maintenant qu'on travaille. Et c'est vraiment, oui, à cette période, du coup, que le suivi a commencé à être là à 100%. Alors, au départ, je crois que c'était, du coup, via Bet Analytics, ok. qui est quand même encore un outil où tu peux un peu modifier les choses et tout. Mais comme j'étais gagnant, j'ai même pas eu cette question de me dire, est-ce que je vais truquer un peu mes résultats pour lui faire croire que je suis Mhm. bon? Mhm. Euh, je pense pas que je l'aurais fait honnêtement, même si j'étais en négatif, parce que du coup, j'ai pas d'intérêt à me cacher. Et vraiment, je sentais qu'en plus, lui, son but, c'était qu'on progresse ensemble. Et que même, je sais que même si j'étais nul, il m'aurait gardé avec lui, il m'aurait dit, ah, mais c'est pas grave, j'aime bien ce que tu fais. Et moi, et lui pouvait m'apprendre des choses. Il a beaucoup plus d'expérience que moi sur les paris, sur tout ce qui est mathématiques, value et tout. Mhm. Mhm. Et c'est là où vraiment, lui, il m'a aidé. Il y a vraiment, en fait, il y a ouais, vraiment eu deux passages. C'est le passage Twitter où j'ai appris les bases et ensuite tout le passage Tennis Metrics avec Ellie où j'ai compris ce qu'était une value, j'ai compris comment parier sur le long terme, j'ai appris à La être vraiment variance pro aussi. tout simplement, ouais, la variance, tout ce qui rentre vraiment dans la profondeur du pari sportif. Et ça Mhm. fait du coup maintenant quasiment 3 ans qu'on travaille ensemble, quasi quotidiennement et on parie de manière individuelle, mais on est quand même tous les deux toujours en contact C'est, pour c'est, parler. c'est intéressant. Donc, vous discutez ensemble sur les matchs de tennis, mais vous avez chacun votre stratégie, de ce que j'ai Ouais. compris. Vous utilisez Tennis Metrics pour les stats, pour les datas, etc. Et du coup, vous n'avez pas peur de vous prendre de la value, parce que c'est ce qu'on dit généralement, paris sportif, c'est parieur contre parieur. Si tu dévoiles tes méthodes, tes sources, tu vas perdre en edge et tu seras plus rentable. Et ce qui est assez drôle, c'est que vous êtes tous les deux en positif et vous discutez tout le temps ensemble et vous pouvez vous donner des pistes. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est une vérité, ça, que vous prenez de l'edge, ou au contraire, vous avez plus à gagner à échanger que l'inverse? Je pense qu'on a plus à y gagner parce qu'on abat une charge de travail qui est énorme à deux, du coup. Et sa stratégie de pari qui est différente de la mienne et pas contraire pour autant. On va pouvoir s'apporter et moi, sa façon de parier et de comprendre le tennis, elle va m'aider sur certains bets et inversement, moi aussi, je vais plus l'aider sur certains bets. Par contre, on a déjà eu ce cas de figure où on a deux avis qui sont opposés sur un match et des fois, on a eu à gérer une bankroll commune et on en gère une encore actuellement qui est commune. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette période où on a un avis contraire? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour être honnête, on n'est pas encore sûr à 100% de comment est-ce qu'on doit fonctionner par rapport à ça. Mhm, Je pense qu'on doit beaucoup s'adapter à la forme, pardon, pas par rapport à la forme, mais par rapport à, encore une fois, à la charge de travail, c'est-à-dire qu'on se divise les tournois en général, et lui, il a son tournoi, il en est responsable, et moi, j'ai mon tournoi, j'en suis responsable, et on échange quand même. Moi, je vais lui mhm, donner un peu mes avis sur son tournoi,
Mais au final, c'est lui qui a vu les joueurs cette semaine, c'est lui qui a le T'as plus plus de de poids. données. Voilà, Mm. c'est ça. Il a plus de poids et on va trancher par rapport à ça. Euh, Après, il y a juste des fois où on tranche bêtement, on a un avis contraire, on prend pas de bête. On estime que voilà, il n'y a pas de value, ou alors il m'a pas convaincu qu'il y avait une value et je l'ai pas convaincu qu'il y avait une value. Donc voilà. Après, des fois, on va prendre un peu la main et dire, bon, bah là, moi, j'estime que j'ai un peu plus de poids que toi parce que j'ai vu les joueurs ou parce que j'estime que là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Donc, en fait, on n'a pas un process qui est très défini sur ça. On se cherche encore vraiment Mm. à 100%, mais on arrive quand même à gérer et à toujours être Ouais, d'accord. Et c'est rare, honnêtement, c'est très rare quand on a des avis contraires au point de se dire, là, fallait mettre de l'argent. Des fois, on a juste deux avis contraires, mais on n'allait pas forcément mettre de l'argent dessus, quoi. Et moi, ok, d'accord. Donc en fait, vous êtes satisfait d'échanger entre vous et que si ça s'était à refaire, vous le referiez tous les jours, quoi. C'est une question qu'il faudrait poser peut-être plus à Ellie parce que du coup, Ouais. moi, j'ai pris beaucoup de... Comment dire? J'ai appris beaucoup de choses grâce à lui, Mm, forcément, vu que pour moi, je suis arrivé, c'était un meilleur parieur que moi et il m'a appris plein de choses. Donc forcément, il m'a partagé énormément de choses, il m'a appris à parier et bah, peut-être que lui, il a perdu de la value dessus et que moi, du coup, j'avais pas mm. trop de pertes et j'ai plus du gain. Donc c'est peut-être lui au final qui... Et c'est Ouais, même sûr, c'est lui qui m'a plus apporté que ce que moi ouais. j'ai apporté, quoi. Il y répondra en commentaire de toute façon, hein, si jamais il regarde cette vidéo, on le salue. Mais ouais, c'est possible que lui en ait perdu un peu et toi t'en aies gagné. Même si j'ai pas, faudra avoir son avis, il y aura que lui qui pourra y répondre. Même si au vu de vos deux bilans, j'ai pas quand même le sentiment que ça ait impacté énormément ses résultats, vu ils sont très bons aussi. Je pense pas qu'avant de te discuter avec toi, il était à 15% de ROI et maintenant il est descendu à cause de toi. Tu vois ce que je veux dire? Au Ouais, contraire, oui, peut-être oui. que... Parce qu'il y a plein de choses en fait à prendre en compte et c'est ça qui est important d'avoir un collègue, avoir une communauté dans les paris sportifs et pas rester seul parce que tu peux vite péter un plomb tout seul, te faire manger par ton doute pendant les bad runs et quand tu as une variance un peu négative et tu sais pas si c'est parce que tu as perdu ton edge ou si t'as juste pas de chance en ce moment et c'est de la variance négative. Et parfois quand tu es tout seul, tu broies du noir et c'est beaucoup plus difficile de sortir des bad runs. D'ailleurs, comment tu les gères les bad runs? Euh, j'ai eu pareil deux étapes. La première, c'est les bad runs, un peu de mal à les gérer, surtout mentalement. J'ai jamais eu une période où je me suis dit, il faut doubler mes mises, il faut doubler mon volume, il faut rattraper ça à tout prix. J'ai jamais... Sur ça, je pense que j'ai toujours été assez clean. Par contre, mentalement, assez affecté. Forcément, tu as des semaines où tu passes pas un bet et tu comprends pas pourquoi. Et forcément, tu te remets un peu en question. Mais j'ai jamais eu ce truc, ouais, de me dire, oula, là, faut vraiment que je remonte d'un coup. Je me suis toujours fait confiance et je me suis toujours dit que, bon, j'ai l'impression, moi, de bien travailler. Mhm, Je vais quand même essayer de retravailler. J'aime pas me cacher derrière la variance. C'est un truc avec Ellie, on en parle beaucoup. C'est qu'on met très rarement la variance devant mhm, le reste parce que pour nous, ça peut évidemment expliquer des choses. La variance fait partie du jeu. Mais se dire c'est de la variance, ça va pas nous aider non plus à ouais, aller de l'avant. Et c'est un truc mhm, sur lequel nous, on a vraiment du mal à se dire c'est de la variance, tout simplement. On mhm. se dit bah, peut-être que nos choix, ils ont été un peu moins précis que d'habitude, ou peut-être que là, effectivement, bah, en ce moment, on est un poil à côté Ah ben des matchs et du marché. c'est toute la difficulté du pari sportif, c'est l'aspect vraiment très très complexe et je suis d'accord avec toi, faut absolument pas se cacher derrière la variance et se dire c'est la variance, machin, etc. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des simulateurs, tu vois. Oui, C'est oui, c'est oui, pour bah oui, pouvoir faire des tests et se dire à un moment voilà de toute façon c'est long terme, machin et tu vois et à un moment si tu vois que ton bad run il dure, tu dis ok bon euh, est-ce que c'est normal niveau variance, tu prends ton simulateur, tu check. Tu dis, ok, bon, il y a une tranche que, mais il y a aussi la possibilité que tes pronostics actuellement, ils soient de moins bonne qualité qu'avant. Donc, comment, complètement. Ouais. comment tu tranches les deux? Tu dis, bon, il y a un peu des deux. Voilà, forcément.
Et tu te dis bah, comment je peux m'améliorer, comment je peux améliorer la qualité de mes pronostics pour la suite, quoi. Voilà, et puis après, une fois que tu fais ton petit simulateur de variance et tu vois que tu es hors des clous, et bah, tu dis non, en fait, j'ai pris des mauvais bêtes, quoi. Il faut Ouais, que je me ressaisisse et il n'y a pas de mal, entre guillemets, à ça, puisque on va tous y passer à des bad runs à un moment donné, tôt ou tard, donc faut savoir l'appréhender. Et l'évacuer. En plus, toi, bah, t'es exposé publiquement, tu as des gens qui te suivent et c'est pas pareil que quand t'es tout seul dans ton coin. Je suppose que ça te fait plus chier de ouais, perdre pour les membres qui te suivent que ton propre argent. exactement, ouais, parce que Voilà, tu te dis, c'est. les gens te font confiance et du coup, derrière, bah, tu sais que tu impactes énormément de personnes aussi Mhm. avec cette mauvaise période. Donc forcément, c'est une mauvaise période pour toi, mais pour beaucoup de personnes. Et forcément, des fois, bah, tu reçois un peu des messages Ouais. de personnes qui s'inquiètent un peu et t'as envie de leur dire, ouais, mais du coup, enfin, je travaille bien, vous inquiétez pas, Ouais. ça fait partie du jeu, quoi. Du jeu, ouais, tout à fait, Ouais, tout à fait. Et ça, malheureusement, les suiveurs qui n'ont pas forcément notre expérience, nos connaissances, etc., eux sont plus vite en panique. Ils ont moins de résistance mentale par rapport au bad run, donc très très vite, des fois c'est rien, hein, c'est trois pronostics d'affilée perdus et tout de suite, c'est ça, ouais. oh là là, qu'est-ce qui se passe quoi? Alors que bon, bah ça peut arriver et voilà quoi. Et c'est vrai que moi en tout cas, et avec d'autres personnes qui ont, enfin qui partagent des pronostics à une communauté, euh, on est beaucoup plus énervé et stressé ou fâché parce qu'on a fait perdre les autres que Mm. que pour notre propre argent, parce que nous, on sait à quoi s'attendre. Donc, on, Ouais, ça fait chier pour ceux qui nous ont fait confiance, etc. Mais en même temps, on peut pas. C'est peut-être quelque chose qui est très intéressant, c'était le côté je travaille bien. Qu'est-ce que ça veut dire à travers cette phrase, je travaille bien? Bah, c'est-à-dire que je me donne à fond sur ce que je peux contrôler. Et voilà, exactement, ouais. à partir du moment où j'ai travaillé mon analyse, j'ai travaillé, j'ai bien analysé les matchs, j'ai bien décortiqué les stats, j'ai regardé les matchs, voilà, je, je peux pas faire plus ou c'est difficile, j'estime que j'ai fait le max. Après, ce qui se passe sur le terrain, je peux pas le gérer. Donc, à partir du moment où je contrôle ce que je peux contrôler, t'as pas analysé à l'arrache, t'as pas fait une gestion de mise à l'arrache, voilà, t'as suivi ton process. À partir de ce moment-là, ça, une fois que tu fais cet état des lieux-là et tu te dis, OK, j'ai bien contrôlé enfin, j'ai bien géré ce que je pouvais contrôler, bon, tu t'en veux pas à toi-même, quoi. Exactement. Je pense que si on commence à s'en vouloir un peu, justement, c'est là où il y a peut-être quelque chose de négatif qui va en ressortir. Et d'où ce problème de augmenter les mises, augmenter le volume et arriver dans un truc qui vraiment est plus nocif. Même des fois, je pense que mentalement, être trop impliqué sur ça, sur des bad runs et tout, ça va desservir plus qu'autre chose. Et c'est Mm, vraiment quelque chose qui, avec le temps, c'est plus facile de gérer parce que du coup, tu as appris, enfin, tu sais qu'il y a des bad runs, tu les vis. Et mm, du coup, mm, derrière, tu sais que bah, ça fait partie du jeu. Et avec l'expérience, tu apprends un peu à être en retrait par rapport à ça, mais il faut pas non plus être trop en retrait et se dire, bah, faut quand même des fois retravailler, quoi. Il y a des moments où j'ai l'impression de bien travailler, mais les résultats, ils sont pas là. Et je me dis quand même, bon, bah, en fait, peut-être qu'il faut juste retravailler encore un peu plus pendant cette période-là parce que je suis peut-être un peu à côté, quoi, mm, encore. mm, mm. Et puis, il y a tout ce côté aussi, à partir du moment où il y a quelque chose qui te plaît pas dans ta manière de travailler, est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que j'ai bien analysé? J'estime avoir bien analysé? Oui. Ok, bon, il y a quelque chose qui me titille, ça j'ai peut-être pas pris en compte. Là, ça veut dire que ou t'as envie de te refaire ou t'as quelque chose émotionnellement qui tient pas. C'est pas un point pour s'auto-saboter, c'est limite un petit drapeau pour dire, c'est peut-être là que tu dois travailler. Tu vois. Mm. Et à ce moment-là, tu commences à enchaîner la progression pour bah, devenir meilleur au quotidien. Bah, ça, c'est un point sur lequel Ellie est vraiment très bon. Lui, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans les détails et tout ce qu'il va pouvoir contrôler, comme tu l'as dit, il va le faire à 300%. Et justement, dans des périodes où les résultats sont pas là, il va revenir un peu aux bases, il va se dire, est-ce qu'on fait tout bien à tous ces endroits-là du process? Et est-ce qu'il y a un truc on néglige pas un peu en ce moment?
Là où moi, je suis plus en mode, la globalité du travail mérite d'être plus travaillée, quoi. C'est juste, faut que je regarde plus de matchs, faut que je sois un peu plus précis dans les paris, plus globalement, quoi. Et c'est aussi ça qui fait qu'on est assez fort, je trouve, c'est que du coup, on est complémentaires dans la façon de Complémentaire, ouais. parier, Dans la dans la façon de façon travailler. de travailler. Ouais, voilà, c'est ça. Mm, En fait, on est un peu complémentaires partout et c'est aussi pour ça que je pense que nos partages d'avis est plus bénéfique que mm. ne pas le faire et garder un peu pour soi nos values et tout. Et puis t'as aussi un côté, je pense, crew, réconfort, un peu comme un joueur de tennis qui a son coach, qui a son kiné et qui sait que s'il a perdu un match, bah, son équipe elle va être là derrière, derrière lui, elle va Mm, quand même l'encourager et le soutenir. Vous formez un petit peu une équipe comme ça, dans le mode, ok, on est en bad run, je vais pas t'accabler, je vais pas t'enterrer plus bactère, on va essayer de faire en sorte de, 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 de remonter ça et que pareil en good run, on s'enflamme pas et ça permet de garder la tête sur les épaules, quoi. Et moi, je pense on a beaucoup plus à gagner à partager et à travailler en binôme, notamment. Moi, je parle beaucoup et j'échange beaucoup avec Antoine Basket Cut, qui fait énormément de volume aussi. On échange tous les jours et le nombre de fois où on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on a de la chance de pouvoir échanger. Enfin, des fois, c'est difficile, quoi. mm. Tu peux douter, des fois tu peux t'enflammer, des fois tu repères un truc sur des mouvements de code, tu te dis, tiens, c'est chelou, t'as des news, non, non, tu vois, et ça permet bah, d'avancer plus vite, quoi, et plus loin. Exactement, ouais. Et puis, comme tu l'as dit, le partage d'informations, je sais pas trop pour le basket à quel point le volume est énorme, mais je sais qu'au tennis, tu peux pas regarder tous les matchs, Mhm. tu peux pas parier sur tous les matchs tout le temps et avoir deux avis et deux fois plus de temps. Ça aide énormément sur ça parce que du coup, les fameux mouvements de cote dont tu parles ou alors des values que nous on estime, on se dit mais là c'est pas possible, moi je le voyais vraiment pas comme ça. En fait, peut-être que Ellie lui va dire bah non, moi en fait j'ai vu ça la semaine dernière et effectivement il mérite d'être coté comme ça. Et c'est une Mhm. info que j'avais pas eue et tout. Et nous on le prend plus dans ce sens-là, en mode on va traiter plus d'informations à deux plutôt que tout seul. Et en soi, on garde quand même notre individualité au niveau des gestions de bankroll et de paris, quoi. Parce qu'en plus vous avez ça faut le prendre un petit peu comme comme une recette de gâteau au chocolat, voilà, on suit le process, on suit la recette, mais après chacun va mettre son petit ingrédient. Moi je vais mettre un peu plus de chocolat parce que moi j'aime bien, Voilà. tu vois, etc., quoi. Chacun va avoir sa petite touche du chef, quoi. Bah, c'est exactement ça. On a des types de paris qui sont différents aussi. On va dire qu'en général, on reste sur le même type de pari, mais lui, il aime bien des fois aller sur un over set. Et moi, c'est un type de pari que je j'arrive pas du tout à, comment dire, à côté. J'arrive pas. Moi, pour moi, c'est un peu trop flou et j'ai Mhm. pas d'évidence dessus. Et lui, il est hyper à l'aise dessus. Et c'est son truc. Et moi, c'est peut-être plus sur des premiers sets ou des trucs un peu plus spécifiques. Où là, lui, du coup, c'est l'inverse. Il n'arrive pas du tout à côté. Et comme tu as dit, c'est un peu une recette, quoi. On a un truc qui est basique et c'est Ouais, notre process, quoi. Et le voilà, il est comme process. ça. Et derrière, après, on ajoute notre stratégie personnelle. On ajoute aussi, je sais pas, peut-être par rapport au tout ce qui est humeur et tout. Des fois, bah, il y en a un qui est un peu pas au top parce qu'il a des résultats un peu nuls. Donc, ça joue aussi sur ça, quoi. On est deux et des fois, il voit que je suis à fond et du coup, bah, lui, ça le rebooste un peu et inversement. Moi, je me dis, putain, en ce moment, je sais pas, je sens pas trop les matchs et tout. Et lui, je le vois qu'il est à fond, il travaille comme un dingue et je me dis, bah, allez, vas-y, je vais avec lui et voilà, on va s'appeler une heure Mhm. et on va traiter les matchs et on est là, en fait, comme tu l'as dit, l'un pour l'autre et du coup, les mauvais moments sont un peu plus faciles à passer. Là, d'ailleurs, moi, j'admire beaucoup votre manière de travailler, de regarder énormément de matchs. Enfin, ça se voit que vous êtes passionné. Enfin, moi, j'ai regardé aussi beaucoup de matchs de basket. Ce que je disais à Ellie, je dis, moi, j'en peux plus, quoi. Ouais. C'est à vomir. Je peux en regarder, mais voilà, plus, enfin voilà, et je pense que parce que bah, j'étais tout seul dans mon coin et je pense que j'ai traité trop d'informations tout seul, et ça m'a fait exploser un peu le cerveau et ça c'est vraiment très admiratif de votre part et peut-être aussi j'ai pas su gérer correctement mon énergie à l'époque. Je voulais tellement tout contrôler, tout maîtriser que j'avais plein d'écrans avec tous les matchs et j'essayais de prendre des notes de partout que à un moment donné, je pense que j'ai saturé. Et vous, comment justement vous faites pour gérer
éviter cet excès, quoi, ce côté trop. Est-ce qu'à un moment, des fois, tu dis, waouh, là, faut que je prenne une pause. Voilà, j'ai Complètement, regardé ouais. assez de matchs parce que là, j'en peux plus, quoi. C'est vraiment par période. En fait, des fois, on sait que du coup, pour les grands chelems, par exemple, on va se faire défoncer au niveau du temps. On va regarder tous les matchs. On sait que la semaine entière, elle est vouée à ça. Et derrière, il y a un contre-coup. Et c'est un truc justement sur lequel on est un peu en train de travailler parce que du coup, comme toi, on voulait vraiment tout contrôler à 100%, tout faire, regarder les matchs, analyser tous les matchs, confronter derrière et tout. Et en fait, on passait notre temps vraiment du matin au soir à juste regarder des matchs, parler des matchs, écrire sur les matchs. Et on s'est rendu compte qu'on perdait un peu en lucidité parce que c'est juste pas tenable en fait tout le Mhm. temps. Et la charge de travail qu'on s'est mise en fait, elle est juste trop haute par rapport aux résultats qu'on a. Parce qu'à la fin, on a beau avoir vu tous les matchs, on est défoncé et juste on n'est pas lucide au moment de prendre la décision. Et en ayant vu un peu moins de matchs et en étant un peu plus en Lucide. retrait sur certaines choses, voilà, on est plus lucide et en fait on voit peut-être un peu mieux les choses et on n'a pas besoin d'être vraiment à l'extrême. Et là, c'est vraiment un tournant qu'on a pris, je pense que ça fait peut-être 2 semaines maintenant, où vraiment on s'est dit, bah, en fait, on travaille trop et on peut travailler moins tout en travaillant mieux, quoi. Et on a fait Travail. vraiment ce tournant et ben, c'est vraiment trop tôt pour le dire, mais là, comme par hasard, entre guillemets, on a nos résultats qui remontent d'un coup. Moi, je sens déjà que c'est un peu grâce à ça parce que on a plus de liberté aussi. C'est un truc qui Mhm. nous tient à cœur. C'est vraiment, bah, en fait, tu peux aller faire du sport à côté, tu peux déconnecter un jour. Bon, bah, c'est pas grave si tu regardes pas tous les matchs aujourd'hui. C'est pas ça qui va changer ton mois pour autant, tant que tu travailles derrière et que tu rattrapes et tout. Il faut avoir une certaine liberté, quoi. Et en même temps, on a envie de se donner de la liberté pour derrière être prêt à aller au travail quand il faut, quoi. Non, c'est intéressant et c'est, je pense, réussir à trouver le bon compromis. Tu parles de liberté et on fait tous un peu du pari sportif pour être libre, travailler un peu quand on veut, mais à un moment donné, quand tu es tellement à fond, comme moi j'ai pu l'être, vous l'êtes aussi, tu te rends compte à un moment donné que tu es esclave un peu du tennis, du basket, du Mm. betting et tu sens que c'est pas soutenable. C'est un peu, tu veux perdre du poids et tu vas t'entraîner, tu te reposes jamais. Et à un moment, bah, tu peux plus, tu vois. Ouais, mais c'est vrai. Et ton corps, il se blesse. Et il faut réussir à trouver le bon compromis. Je sais pas si en tennis, vous pouvez très rapidement, juste en regarder la feuille de stats du match, deviner plus ou moins où est-ce que ça a été le facteur. Par exemple, au basket, tu vois, l'équipe, elle a perdu 25 ballons, elle a tiré 15% à 3 points. Bon, bah, ça y est, c'est terminé, on sait ce qui s'est passé, quoi, tu vois. T'as pas besoin de te taper 3 heures de match, quoi, pour savoir, ah bah, ouais, en fait, ah, ils ont perdu parce qu'ils ont, ah bah, ouais, bah, ça y est, tous les points en contre, tous les points en contre-attaque qu'ils ont pris, à cause des pertes de balles, bon, bah, en fait, j'avais juste allé dans les stats pour voir qu'ils ont perdu 25 ballons, quoi. Donc voilà, mais c'est essayer d'être plus efficace Mm. dans le travail, trouver le bon compromis. Est-ce que des fois ça vaut le coup c'est des vraies questions à se poser, hein, que ce soit pour toi, Ellie, et tous les auditeurs, et que moi je me suis posé. Est-ce que tu veux être esclave de regarder tous les matchs et avoir 3,5% de ROI en 3% en NBA, ou t'es prêt à sacrifier un pourcentage de ROI pour avoir plus de liberté derrière et avoir plus de temps pour voir ta famille, passer du temps avec dans ton couple, etc. C'est des questions à se poser. Qu'est-ce que tu préfères en fait? Donc quand tu es C'est ça, célibataire, c'est très bien, mais une fois que tu as des enfants, une fois que tu as une copine, etc. mm. C'est des questions à se poser, quoi. Est-ce que je préfère Bah, c'est justement une question qu'on s'était 3,6%, hein. posée sur le début de l'année. On s'était dit, en fait, on fait une année qui est consacrée à 100% au pari Mm. et on met un peu l'aspect perso de côté. Et on s'est rendu compte, bah, là, du coup, l'année n'est même pas finie, mais que c'était juste pas tenable et qu'en plus de ça, les résultats étaient limite impactés négativement par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière en y mettant un peu moins de temps. Et je pense que c'est Mm. vraiment cette part de lucidité qu'on a perdue avec le temps et surtout moi.
où mes résultats étaient un peu décalés. Pourtant, je pense que je travaille vraiment 2 ou 3 fois plus que l'année dernière et j'ai eu des moins bons résultats pour l'instant, quoi. Mhm. Et c'est un truc du coup, on s'est posé la question. Et là, du coup, on fonctionne un peu différemment. On travaille toujours beaucoup, mais on travaille différemment. Et je pense que sur la longueur, c'est mieux déjà. Et c'est un truc bah, qui nous tenait à cœur, comme tu as dit, la vie perso. Bah, en fait, si t'es pas heureux, déjà, comment tu peux travailler si t'es pas heureux à côté ou si tu fais pas de sport, t'es pas bien. Il y a un rapport en fait qui doit être équilibré sur tous les points, quoi. Sinon, comment tu vas être performant si t'es pas heureux dans les autres aspects de ta vie? Et là, Mm. on part Ouais. carrément dans un autre sujet qui est plus du développement personnel que du betting pur, mais c'est des choses vraiment à prendre, à avoir conscience. T'as beaucoup de gens qui disent, ah, mais si tu veux réussir dans les paris sportifs, faut regarder plein de matchs. Enfin, tous les matchs même. Tu peux pas réussir sans regarder les matchs. Mais si, en fait, c'est parce que déjà c'est insoutenable de pouvoir Mm. regarder tous les matchs, c'est pas humain. Et puis après, tu vois, c'est important aussi d'avoir des outils qui te comment expliquer, qui t'accélère ton process pour être beaucoup plus efficace. Tu vois, moi, je me rendais compte que je regardais toujours les mêmes stats. Je dis, bah, attends, je vais les scraper, je vais les mettre dans un fichier Excel et puis je vais faire le calcul que je faisais à chaque fois pour chaque match. Je l'automatise. Comme ça, je m'évite de faire ce calcul dans ma tête, quoi. Et ainsi de suite. Et t'es beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace Mm. dans ta manière de travailler pour gagner de l'énergie parce que c'est de l'énergie mentale qui derrière va être mieux pour ta lucidité et pour prendre de meilleurs choix. Et des fois, c'est des petits détails comme ça. Ah, j'arrive pas à gagner de l'argent dans les paris sportifs. Ah, mais est-ce que tu es efficace dans ton travail ou est-ce que tu t'épuises? T'es le hamster dans cette roue qui Mm. court et qui avance pas parce que t'es sur le tapis roulant, quoi. Tiens. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est un truc sur lequel, bah, du coup, on bosse beaucoup en ce moment. Et pour revenir aussi peut-être sur les périodes un peu de vacances qu'on se donne et tout, c'est vraiment en fonction de comment on jauge notre énergie. Euh, Moi, c'est un truc sur lequel j'ai pas trop de problèmes. C'est-à-dire que s'il faut pas couper de l'année, je coupe pas de l'année, mais je vais réussir à regagner mon énergie en fait sur des week-ends ou sur des moments où je vais couper à 100%. Mais bah, Ellie m'avait mis par exemple en vacances forcées, je crois que c'était avant Roland-Garros ou un truc comme ça, quoi. C'est parce qu'en fait, depuis le début de l'année, on faisait que ça et il m'a dit, ouais, mais en fait, faut que tu prennes des vacances, quoi. Je sais, juste arrête et tu vas revenir meilleur. Et il a pas eu tort, je pense, parce que du coup, même si moi je le sentais pas, forcément qu'il y a de la fatigue qui s'accumule et ça fait du bien aussi de pouvoir couper à 100%. Mm. Donc Ouais, c'est non, quand même nécessaire, quoi. c'est nécessaire de gérer son énergie, c'est Mm. assez important. Même moi, je m'arrête pas assez, je suis trop à fond. Je devrais réussir à prendre quelques petites vacances. Et même quand je suis en vacances, je coupe pas. Mais ouais, non, c'est un aspect, tu vois, qui est peu abordé hein, dans le monde du pari sportif francophone. On parle pas beaucoup de la gestion de l'énergie, de la gestion de son temps, de ses priorités aussi, des sacrifices que tu peux faire. Et là, je pense que tous nos auditeurs et viewers se rendent compte que bah, si tu veux réussir dans les paris sportifs, il y a pas de hasard. Tu dois apprendre, tu dois beaucoup bosser, tu dois être patient, tu dois avoir long terme, tu dois faire des sacrifices. On est très loin du cliché sur le hamac à siroter un cocktail au bord de la Ouais, plage et à faire un petit prono sur BetClick depuis ton application. vraiment loin, ouais. On est très loin de ça et c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle tu as appris aussi, je trouve. Où il y a 11 ans, excuse-moi de remuer le couteau sur la plaie, tu as, tu as fait du pari sportif au tabac et puis au fil et en aiguille jusqu'à tes 23 ans, tu faisais un peu n'importe quoi et là Mm. en 4-5 ans, voilà, la fusée elle a décollé quoi. Et, Mm. et, et ça a mis du temps, quoi, mais Ouais, exactement, ça a mis du temps, mais bon, après, ça a demandé aussi du temps. On peut pas brûler d'étapes sur certaines choses. Il y a aussi comment dire, certaines bases qui mettent un peu de temps à être assimilées, parce que des fois, tu les comprends, mais il faut aussi les l'expérience comprendre, terrain. voilà, l'expérience terrain, voilà, le mettre en application et se dire, ah oui, en fait, effectivement, ça marche comme ça ou ça marche pas comme ça. Et bah, c'est là aussi où Ellie, du coup, a été utile, c'est que lui, il a un peu expérimenté ça avant moi.
et il me donne des conseils, il me montre les choses, il m'explique les choses et aussi on cherche Mm. des nouvelles méthodes et c'est un truc où on essaye constamment d'être meilleur et sans pour autant travailler plus. C'est vraiment là le point où on arrive à chaque fois, c'est que vraiment ça doit pas desservir quoi. On ne doit pas s'envoyer du 15-16 heures par jour, c'est impossible, ça n'existe pas. Parce que du coup, on sera moins bon que si on s'envoie juste 10 heures de manière très posée et très lucide, quoi. Ouais, toujours regarder ce calcul taux horaire un peu ou roi pourcentage, tu vois, temps quoi. Ben, ouais, Est-ce que ce temps que je vais passer va me rapporter vraiment énormément en termes de roi pourcentage quoi. voilà. Et c'est un truc aussi qu'on met en application un peu sur tous les tournois de l'année. C'est Mhm. qu'on sait qu'il y a des moments où les tournois c'est des plus petits tournois. C'est des tournois où peut-être on manque un peu d'informations à certains moments de l'année. C'est peut-être pas des moments où on doit vraiment aller à 100% dessus et se tuer parce qu'en fait, déjà sur le moment présent, peut-être que ça va pas nous apporter, on manque d'infos. Mhm. Mais en plus de ça, ça va peut-être pas nous apporter pour les prochains mois. Et c'est un truc qui est ça, je trouve que par contre, on le fait assez bien, c'est que du coup, on sait mettre notre focus et on sait que les grands chelems, comme je l'ai dit au début, euh, on va vraiment travailler énormément. Mais là, pour le coup, il n'y a pas le choix. C'est vraiment Mhm. des tournois qui font que ça doit être fait de cette manière-là et on l'accepte naturellement parce qu'on sait que cette période-là, elle est réservée à ça. Et ensuite, derrière, bah, si on a besoin de couper un peu, on le fera à d'autres moments où c'est plus propice. Ok. Ok, ouais, intéressant de sélectionner ces petits tournois. Est-ce qu'ils vont être efficaces pour la suite de la saison? Ça, c'est très Ouais. intelligent, tu vois. S'il y a un tournoi, je sais pas, c'est sur dur, enfermé, puis en fait, on est, je sais pas, à 3 semaines, non, on va dire à 4 mois d'un grand tournoi. Bon, en fait, ce tournoi-là, est-ce qu'il est si intéressant, tu vois? J'y connais rien, je te dis un truc comme ça, tu Bah, vois. Est-ce que vaut c'est mieux pas quasiment ça, en fait. se focus sur les petits tournois de terre battue à quelques semaines de Roland-Garros ou bah là avec le gazon c'est pareil Mm. et pas un tournoi, je sais pas où, juste pour le fric. Ouais, mais c'est exactement ça. Par C'est... exemple, après Wimbledon, tu as encore deux tournois, je crois, sur gazon. Et pourtant, après ces tournois-là, la saison sur gazon, elle revient pas avant l'année prochaine. Donc, c'est des Bon. tournois en soi qui sont Mm, pas très utiles, mais d'un autre côté, c'est aussi la finalité de cette saison sur gazon. Et on a quand même eu des données, de la data sur les joueurs. Et c'est un peu bête aussi de trop mm. délaisser parce que du coup, on peut Mais très vous bien allez pas être au performer taquet, dessus. quoi. Non, on va être un peu plus Mm. chill et on va être un peu sélectif. On va déjà penser à ce qui va Je arriver sais après. qu'Eli, après Roland-Garros, il y allait, hein, de se reposer. Ouais. Bon, il s'est pas trop reposé, mais... Non, il a toujours un peu des trucs à faire et tout avec Tennis Metrics du coup. Ouais. Et bah lui du coup c'est son problème, c'est qu'il n'arrivait pas à couper totalement non plus. Mm, mm. Et c'est un truc qui est dur aussi parce que même quand on coupe, bah, en fait t'as envie d'y revenir, t'as envie de regarder les matchs qui se passent quand t'es pas là et T'as cette peur un peu de ouais, manquer d'informations, de te dire merde, est-ce que si je suis pas là, il va y avoir un truc ouais, qui va faire exactement, ouais. que par la suite, je vais peut-être regretter, quoi. Et c'est ça qui fait que c'est difficile de couper parfois, mais bon, ça reste nécessaire. Et d'ailleurs, comment vous abordez les différentes types de surfaces? Est-ce qu'il y a des stats que vous prenez de manière différente, j'en sais rien, le service, la défense, en fonction des surfaces. Déjà on aime bien se faire un peu une petite review des années précédentes sur ces surfaces personnelles, sur nos résultats. Est-ce qu'en général moi je performe bien sur cette surface? Si oui, pourquoi? T'as une surface Ça peut préférée être un truc. pour regarder ou jouer et une où t'as des meilleurs résultats? Euh, à regarder, moi j'aime bien la terre battue, forcément. C'est là où tu as le plus de jeux et tout. Mais je crois qu'en termes de résultats, c'est peut-être pas là où je suis le meilleur pourtant. Mhm. Et inversement, je crois qu'Eli, il aime pas trop le gazon. Et pourtant, il a des très bons résultats dessus. Ok. Donc c'est assez marrant. Bah, du coup, on a eu la question sur le gazon, quoi. C'est pourquoi est-ce que moi je suis pas bon dessus et pourquoi lui il est bon dessus? Qu'est-ce qu'on peut essayer de chercher comme statistique ou info qui est vraiment plus déterminante ici qu'ailleurs et peut-être qu'on ne prend pas assez en compte. Je crois que le gazon, c'est le service qui est important parce que ça va vite, non? C'est Ouais, c'est ça? ça, en fait, ça va très vite, mais en même temps, c'est très lent aussi le gazon. Mhm. Donc c'est un peu paradoxal et tu dois un peu. Tu as deux profils complètement différents qui peuvent très bien marcher sur gazon. Et ça aussi, en fait, de base, tu te dis, ça va très vite, c'est du gazon, donc les bons serveurs sont avantagés et on va jouer beaucoup de bons serveurs. Sauf qu'en fait,
bah, c'est peut-être pas, il n'y a pas que les bons serveurs qui sont bons dessus, il y a d'autres profils intéressants. Et ça, c'est un truc pareil, bah, tu le vois avec les années et tu comprends un peu. Ensuite, forcément, les statistiques sur terre battue, du retour ou juste des joueurs qui sont un peu plus physiques que d'autres, parce qu'on sait Mhm. que les matchs sur terre, ils sont beaucoup plus longs, bah, on va avoir un aspect physique qui va beaucoup être plus mis en avant que sur gazon. Sur gazon, l'aspect physique, on le met quasiment jamais en avant parce Mhm. qu'on sait que il y a très très peu de matchs où ça va être pris en compte vraiment dans les cotations et dans ce qui va se passer dans le match. Donc en Non, fait, ça- on essaye vraiment d'avoir des petits trucs à droite à gauche sur chaque surface et même sur chaque saison, dans le sens où en fait, tu vas avoir la petite saison en Australie, par exemple, où ouais. là, c'est du dur, mais le dur australien, il est un peu différent du dur américain. Où là aussi, en fait, si tu rentres encore dans le détail, tu peux chercher d'autres trucs qui sont encore plus précis, par Ok. exemple. Ah, c'est vachement intéressant. Moi, je trouve que, bon, de loin, en tout cas, que le tennis, je trouve que c'est assez intéressant à parier, justement, par rapport à ces différentes surfaces, qui a chacune ses Mm. subtilités et qui rend, on va dire, chaque tournoi différent. C'est ce qui rend aussi, je pense, la chose difficile aussi, mais C'est assez intéressante. difficile. Ouais, mais ouais, comme tu as dit, c'est très intéressant. Déjà, rien que pour nous, à suivre le tennis, tu sais que ça change assez souvent. Et puis, t'as des tournois qui sont quand même très intéressants. Juste, je sais pas, il y a une vibe qui est assez cool là-bas. T'as des tournois bah, au Mexique, justement, où je sais que les Acapulco. tournois sont à Acapulco. Il y a Los Cabos aussi, je crois, Ouais, Los qui est Cabos. très intéressant. Et c'est des tournois, même quand tu les regardes, je sais pas, tu sens que c'est des tournois en soirée, c'est un peu plus sympa. Tu prends la Il y a un truc, température quoi. à Acapulco ou pas? Ah, putain, quand j'y étais la Euh, première fois, on est parti à 5 heures du matin, on fait la route et tout. Puis bon, on arrive, il est 8 heures du matin, je suis à chaque fois, je suis putain, je suis chaud. On arrive là, je suis putain, et j'avais envie de sauter dans la mer direct à poil, j'en pouvais plus. C'est super chaud, lourd et tout, bref. Et ça, du coup, c'est des trucs qu'on prend aussi en compte, quoi. On sait que Mm, là-bas, il va faire très humide et très chaud et forcément, on va avoir un peu des analyses qui peuvent un peu toucher à ça sur certains joueurs qu'on sait qui, forcément, ça peut un peu cramper ou quoi. Donc mm, vraiment, on essaie de pousser ça au maximum comme on peut et c'est là aussi, du coup, où la collaboration avec Ellie, elle est bonne, c'est que on est toujours à deux en train de pouvoir aller choper des infos. Tout seul, moi, je pourrais pas avoir autant d'infos sur ces trucs-là, quoi. Ouais, non, c'est plein de petits paramètres comme ça qui rend le tennis difficile à parier et qui le rend aussi très intéressant. D'ailleurs, ça me fait rigoler parce que il y a peut-être en 2018, 2017, tout le monde disait ouais, le tennis c'est impossible à gagner, c'est trop dur, etc. Et en fait, tu regardes aujourd'hui 2025, bah, vous êtes de plus en plus nombreux à réussir dans Mm. ce sport. Je dis pas que c'est facile, attention. Pour moi, tous les sports sont possibles pour gagner. Il n'y en a pas un qui est plus facile que d'autres. Je pense que chaque sport a ses particularités, oh là là, j'arrive plus à Oh parler. là, Particularités, voilà, parfait, parfait, on parfait. a réussi. Et il n'y en a pas un qui est plus difficile que l'autre. Je pense que si on a la bonne approche, on a le bon mindset, les bonnes stats, la bonne Mm. vision, le bon money management, tu peux t'en sortir quel que soit le sport. Et tu vois, aujourd'hui, on voit beaucoup le football, c'est impossible, c'est très difficile. Et puis ça se trouve, dans 5-10 ans, on va avoir plein de tipsters Mm. qui vont réussir au football. Et voilà, donc ça montre qu'avec du travail, de la dédication, de la passion, de la patience, de la persévérance, des hauts, des bas, apprendre, bah en fait on peut finir par réussir. T'as en plus, tu l'as dit plusieurs fois, Ellie t'a beaucoup apporté au niveau de ta progression et c'est là où c'est important de d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui te structure peut-être, qui te met une méthode voilà, qui Ouais, pointe lui, le doigt sur tiens mais regarde tu devrais progresser parce que moi j'ai plus d'expérience que toi, j'ai déjà fait toutes les conneries. Et du coup, il te fait gagner un temps fou, quoi. c'est ça, ouais. Et c'est un truc aussi sur lequel on a eu quelques petits désaccords, c'est plus sur la méthode de travail, parce que du coup, on est assez différents sur ça. Et je reviens sur un truc qu'il avait dit, parce que du coup, j'ai réécouté un peu Ah le ouais, je truc, sais et il a dit plus. que des fois, je travaillais un peu comme un autiste ou un truc comme ça. Ah Et oui, c'est un c'est truc vrai. sur lequel
on en rigole et on le met même en avant des fois quand on en parle entre nous. C'est que du coup, moi, j'ai un truc qui est je suis très dans ma grotte pour ce qui est des analyses et du travail. Et c'est, par exemple, on parlait T'as quand besoin d'être dans ta bulle, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai besoin vraiment de faire les choses un peu à ma façon. Je sais que je travaille très tard, je travaille presque de nuit des fois parce que je me trouve plus productif et plus efficace la nuit. Et lui, il est pas du tout. Lui, c'est l'inverse, quoi. Donc, des fois, on a un peu des désaccords sur ça. Tant mieux, vous Mais, travaillez 24 heures sur 24 bah comme ça. ouais, c'est ce que je lui avais dit aussi. J'avais dit, mais du coup, on est hyper complémentaires, quoi. On peut couvrir 24 heures sur 24 à deux. C'est Et, ça. euh, et après, bah, du coup, c'est un truc où forcément, tu te remets en question parce que j'aime bien travailler à ma façon, mais il y a des choses qui peuvent pas bouger, il y a des choses qui doivent être faites d'une certaine manière et que je peux pas modeler à ma façon. Et c'est là où lui m'a mis des méthodes et une façon de travailler qui est quand même stable et qui bouge pas. Et ensuite, par rapport à ça, je suis plus libre par rapport à comment je m'organise tant que le travail est fait, quoi. Et c'est pour ça que ça marche très bien aussi, c'est que je garde un peu bah, cette fameuse liberté qui, pour moi, est hyper importante. Et je sais que sans ça, bah, je serais pas un aussi bon parieur aussi. Hmm. Je me connais et je sais que j'ai besoin de gérer à ma façon et c'est très important aussi, quoi. Je pense Hmm, qu'il y a, ouais, il y a bah, une base, en fait, voilà, il y a une base à avoir et derrière, tu peux vraiment laisser place à qui tu es vraiment. qui tu es vraiment. Ça peut marcher, quoi. Non, tout à fait. Et ce qui est bien, c'est ce que tu as dit un truc tout à l'heure. Alors, je sais plus exactement dans quel contexte, mais je crois que c'était dans les bad runs. Tu disais, on revient aux bases, quoi. Mm, Et c'est très important de, parfois, pour retrouver de la clarté, de revenir aux bases que tu as mis en place de ta méthode, de ta structure. C'est-à-dire qu'avant même de faire ton premier pari, il faut que tu te dises, OK, quelle est ma structure d'analyse qui me mène, les bases qui me mènent à tel truc, mm, à tel pari. Et à chaque fois revenir dans ces bases pour pouvoir avancer et prendre les meilleurs choix pour pas te répartiller parce qu'il y a beaucoup de gens ils s'éparpillent. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, puis je vais mettre ci, puis je vais mettre ça. Donc, c'est quoi ton process de base en fait? mm, Qu'est-ce- cherche pas à compliquer les choses. Le jour, j'écoutais un podcast américain et ça parlait sur les modèles et tout ça, les algorithmes et machin. Et il disait, n'oubliez pas que parfois le modèle le plus simple est celui qui est le plus efficace parce qu'il y a moins de bugs, il y a moins de problèmes, il y a moins de mm, calculs, etc., etc. Et nous, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que il faut revenir aux bases. Quels sont les critères que toi t'estimes être hyper importants qui t'amènent à ce résultat? Des fois, je vais pas te demander c'est quoi vos bases parce que ça vous regarde vous, tu vois, et c'est ce qui fait que vous avez votre edge aussi dans les paris sportifs. Mais euh, je suppose que c'est pas ultra compliqué. Je veux dire, c'est un truc Non, hyper non, on a un simple. process, ouais, voilà, vraiment qui est très simple de base. Et ensuite, il y a des choses un peu plus complexes qui viennent s'accrocher à ça ou qui en font partie, mais juste qui restent quand même des choses basiques. On s'est reposé plein de fois la question, comme tu as dit, de comment déjà faire une analyse, euh, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut chercher avant de placer le pari, Mm, pour mm. vraiment se dire, bah, en fait, est-ce que des fois on fait pas des trucs qui sont un peu Inutile, quoi. inutiles? Ouais, Mm. complètement. Ou alors, des fois, est-ce qu'on n'oublie pas des choses Importante. qui sont très importantes, ouais, et au final qu'on n'utilise pas, quoi. Mm, Et après, c'est un truc, je pense qu'il faut quand même garder une base sans trop la modifier non plus tout le temps. mm, C'est un truc sur lequel on bataillait un peu avec Ellie parce que du coup, lui, il aime bien revenir souvent aux bases. Et moi, j'aime bien des fois dire, bon, bah, en fait, ce qu'on fait, c'est bien, mais voilà, c'est juste, faut se faire confiance et tout. Et pareil, encore une fois, c'est ce mélange, quoi. Lui, il est très, il a envie de vraiment d'aller au bout des choses et de tout le temps se dire, putain, est-ce qu'on fait les choses bien? Et moi, des fois, je suis un peu trop laxiste où je me dis, bah, on fait les choses bien et voilà, il faut se faire confiance, quoi. Tu parles C'est, de confiance et ça, j'ai envie de revenir un peu sur ce point-là avec toi. Parce que les gens, en fait, tu vois, ils nous regardent, c'est peut-être pas le mot de idolâtrer, mais ils pensent qu'on est des robots, on est des machines, on a toujours 100% confiance en nos choix, que quand on a Mm, un bad run, on est des robots, on doute jamais, etc. Alors qu'en fait, on est humain comme eux. Dès qu'on a un bad run, on a perdu tel pari, ben on peut douter, on peut perdre un peu confiance. mm, Et tout ça,
Et après, voilà, comme tu l'as dit, avec le temps, l'expérience, bon, bah, c'est comme un muscle, hein, où tu peux lever plus de poids. Donc forcément, peut-être qu'au début, certains, ça va être 3 paris d'affilée, ils vont être affectés. Et puis après, ton muscle mental, il progresse et c'est 15-20 paris d'affilée perdus que tu peux encaisser. Mais comment tu fais pour garder cette confiance? Je sais que de toute façon, tu passes par des moments de doute comme moi, comme tout le monde. Et la différence, je pense que, en tout cas, moi, de d'un point de vue perso, c'est que je retourne toujours, comme on l'a dit, aux bases. Et je regarde aussi le parcours accompli parce que j'ai déjà Hmm. vécu ça par le passé. Et je me dis, OK, comment je peux m'améliorer, comme on a dit, où est-ce que je peux progresser, mais garder cette confiance en soi, je pense, est importante parce que sinon tu te figes, quoi. Tu sais plus quoi prendre comme décision. Hmm. Et encore l'importance, on va revenir d'avoir un collègue avec qui tu peux échanger pendant ces moments de doute. Mais t'as des petits tips comme ça quand t'es en moment un peu où tu doutes, où t'hésites, parce qu'après, tu vois, le doute, tu peux peut-être un petit peu douter, mais derrière t'as un bet, tu dois le prendre. Tu vois? Ouais, et tu le prends pas alors qu'en Tu le fait, prends fallait le pas, prendre. ou alors tu passes trop de temps pour le prendre et t'as dépensé de l'énergie pour rien. Et c'est quelque chose aussi à travailler que, Hmm. que, que, que les gens. Le doute fait partie du parieur. Si vous faites du pari sportif et Complètement. vous, et vous pensez que vous serez confiant tout le temps, que jamais vous allez Ah non. connaître le doute et que à un moment c'est bon, j'ai ma stratégie, elle marche et elle va marcher à l'infini et que je douterai jamais, etc. C'est faux. Vous aurez forcément à un moment donné le doute qui va s'installer parce que vous connaîtrez un bad run et il faut savoir travailler ça, il faut en avoir conscience. Et est-ce que tu as des petits tips à partager dans ces situations? Parce Bah, que je du coup, pense c'est que c'est des. ce qui fait que beaucoup de personnes abandonnent, hein. Oui, forcément, dès que tu te prends un bon gros coup derrière la tête, ça fait mal, tu sais pas comment réagir et tu paniques. Soit t'arrêtes, ou soit tu t'enfonces encore plus. Déjà, le premier truc, c'est forcément avec l'expérience et le retour que nous, on peut avoir maintenant, ça aide évidemment. Je sais que quand on regarde nos courbes, on sait qu'il y a eu des grosses périodes compliquées et que derrière, on a toujours fini par retrouver une stabilité et que les résultats derrière ont toujours été positifs parce que voilà, on est très assidu dans ce qu'on fait. Et le but vraiment, c'est d'essayer d'agir comme un robot, quoi. C'est peu importe les résultats, est-ce que c'est value, est-ce que c'est pas value, faut y Mhm. aller. Voilà, c'est si de base, tu sais que tu travailles bien, que tes méthodes de travail sont là et qu'en plus, tu fais les efforts et que tu as une charge de travail qui est assez importante, et ben, faut accepter en fait. Faut se dire, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Faut que je continue de parier de façon robotique. Après, c'est ce que je dis, mais je sais que c'est impossible quasiment à le faire Mhm. vraiment. Parce que forcément, t'es dans le doute et tu te dis, est-ce que j'ai envie de prendre vraiment ce pari-là? Est-ce que en ce moment, c'est la bonne période pour prendre celui-là? Est-ce que je dois C'est couper? compliqué. Est-ce que Voilà. voilà, je vais me faire une Tous petite les, séance de mm, sport, je vais au tous tennis les doutes avec Ali. possibles. Ouais, Je- ouais, bah oui, c'est ça. Mais ça, c'est un truc qui, pour moi, doit être du coup un peu à part sur les paris. C'est plus avoir peut-être, OK, bon, bah, en ce moment, les résultats sont pas bons. Je vais essayer de continuer comme je le fais d'habitude. Par contre, je vais m'accorder un peu plus de temps à côté pour justement me vider la tête, essayer un peu de déconnecter par rapport à ça. Et, euh, et ça peut aussi passer au contraire par plus de travail. Des fois, avec Ellie, bah, on va s'appeler je sais pas, 2 fois par jour plutôt qu'une fois tous les 2 jours parce que justement, on estime qu'on n'est pas bon en ce moment et on a besoin un peu plus d'aller au fond des choses. Et je pense que c'est propre un peu à chacun. T'en as qui vont vraiment Mhm. réussir à être meilleurs quand il faut se faire mal et abattre plus de travail. Et t'en as qui, au contraire, vont avoir besoin de couper un peu, d'avoir un truc un peu plus extérieur et de se dire, bon, ok, c'est une période négative, mais je fais ce qu'il faut et voilà, j'essaye un peu de couper mentalement, mais je reste aussi focus en termes de value sur mes résultats et je vais vraiment au bout des Mhm. choses. Et voilà, et c'est un truc, forcément, ça, t'es plus à même de le réussir quand tu sais que tu as eu des grosses périodes de merde et que t'es remonté, quoi. Parce que tu te dis, bon, en fait, c'est arrivé, ça arrivera Ouais. encore. Et voilà. Si, Mais c'est sûr si- que quand tu démarres et que ouais, t'as pas de passif, bah, c'est un peu dur. Et c'est là où vraiment tu dois un peu trouver comment toi tu réagis par rapport à ça. exactement. Et forcément, bon, bah voilà. Après, ça peut être aussi aller demander un peu à droite à gauche à des personnes, justement, à des tipsters et tout.
bah, qu'est-ce que tu penses de mes bêtes? Je sais que j'ai des personnes des fois qui viennent de me demander un peu et qui me disent, mais qu'est-ce que tu penses de celui-là de bête? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que je suis un peu à côté et tout. Et ça va les aider d'avoir peut-être un peu un Un avis point de ou quoi. repère. Et voilà, un point de repère et juste pouvoir échanger et se rassurer aussi sur un truc, quoi. Non, c'est clairement. Et puis je pense que tu vois le doute fait partie intégrante du parieur. Faut l'accepter, il faut justement travailler main dans la main avec elle. Et je pense que aussi c'est ce qui fait, c'est tout cet aspect confiance en soi, doute, gestion des émotions aussi qui rend au-delà du tennis ou du basket ou du pari sportif, ce qui rend que c'est intéressant et ce qui est passionnant aussi parce que tu ne progresses pas que en tant que parieur, tu progresses en tant que personne parce que ce doute que tu arrives à gérer au quotidien dans les paris sportifs ou cette pression de gérer de l'argent, ça va t'aider aussi au quotidien, la prise de décision. On est Mm. capable de prendre des décisions assez rapidement dans notre quotidien, voir des opportunités. Enfin, des fois, ça peut aller. Enfin, c'est même pas des fois, c'est qu'on s'en rend pas compte. Ça peut aller au-delà du pari sportif, tout ce qu'on travaille en fait, d'un point de vue betting en tant que parieur, quoi. Ouais, et j'ajouterais aussi un truc sur la gestion d'une mauvaise période, qui du coup, c'est pas sur le moment, mais moi j'essaie, je sais que dès que, au contraire, j'ai une très bonne période, j'essaye de pas m'enflammer et de rester hyper aussi robotique par rapport à ce qui se Hmm. passe pour justement avoir le moins de variations possibles mentales et me dire en fait que peu importe les résultats que j'ai, je vais parier de la même manière, je vais essayer de réagir de la même manière et je vais avoir un truc qui est stable tout le temps pour essayer de me caler. Parce que c'est vrai que des fois, on parle souvent de la gestion des mauvaises périodes, mais la gestion d'une bonne période aussi, Aussi bah, elle importante. va t'impacter parce que du coup, si tu surréagis par rapport à ça et que tu es Hmm. hyper excité et tout, Tout à fait. bah forcément, dès que tu as une période de merde, c'est l'inverse total qui se passe. Et c'est un truc sur lequel, bah, pareil, on a bossé avec le temps, c'est que dès qu'on a des bons résultats, bah, limite, des fois, on est en train de se dire, putain, mais peut-être qu'on travaille même pas assez et qu'on va avoir un contre-coup derrière, quoi. Parce qu'en fait, Hmm. on se cache derrière les résultats, on se dit, non, mais en fait, en ce moment, tout va bien, je sens trop bien les matchs, je travaille trop bien, mais des fois, on se laisse un peu aller et inconsciemment, bah, la bad run, le bad run, ça arrive derrière, quoi. Parce des fois, tu vois, on parle souvent, ah, mais tu vas t'enflammer quand tu es en good run, tu vas miser plus. Mais en fait, Mm. il y a un côté bien plus pervers, comme tu dis, c'est qu'on est moins rigoureux. On est Ouais, moins attentif à certaines choses parce qu'on est en confiance et c'était ces petits détails-là en fait qui ont fait que tu as eu ce exactement, ouais. good run-là et qui prennent parfois un peu de temps, un peu d'énergie, c'est toujours un petit plus à aller faire et que tu peux négliger quand t'es en good run. Tu sais pas, ça peut être con mais tu vas te lever 1 heure plus tard le matin. Mais sauf que 7 heures plus tard, bah t'es 1 heure trop tard sur les marchés, entre guillemets, et du coup, on Mm. t'a pris de la value, quoi. Et ok, t'as toujours de la value, mais t'aurais pu avoir 10 centimes de plus si tu t'étais levé 1 heure plus tôt, tu vois, par exemple. Ouais, C'est des petits détails comme ça qui fait que derrière, tu peux avoir le contre-coup et les bonnes périodes sont parfois perverses, elles sont agréables à vivre hein, quand même, hein, on va pas se le cacher. forcément, oui, forcément. Après, tu vois, moi j'ai eu un déclic et c'est pour ça que j'invite les gens à persévérer et à continuer, continuer parce que vous allez voir quand vous allez vraiment vivre un énorme good run, mais good run de Jésus comme je les appelle, tu vois, si tu marches sur l'eau, il y a tout qui passe, Tous les bêtes passent, tous les ouais. bêtes passent, alors que tu fais exactement la même chose qu'il y a 2 mois où tu étais en train d'avoir un Ouais, bad run des enfers, tu te dis mais c'est n'importe quoi, quoi. Alors quand c'est coup sur coup, où tu sors d'un ouais. moins 38 par exemple et tu te prends un plus 50 dans la foulée, tu te dis, ouais, mais c'est n'importe quoi. Oh, mais en fait, faut pas trop se prendre la tête des fois quand il y a des bad runs, quoi. Ouais, Faut juste c'est continuer, quoi. exactement ça, ouais. Une fois, j'avais fait un 0 sur 12 un samedi, mais n'importe quoi. Je dis, putain, il n'y a rien qui passe et tout. C'est catastrophique ce samedi noir et tout. Et le lendemain, le dimanche, je fais un 21 sur 23 un truc. J'ai fait exactement la même chose. J'ai rien compris. Là, j'ai fait, vas-y, en fait, on va pas dépenser de l'énergie, parce que c'est de l'énergie quand tu t'énerves, quand tu t'as Ah bah réfléchi, oui, hein. hein, t'es énervé, hein.
pour finalement quelque chose que tu contrôles pas. Comme on revient toujours aux bases, on leur dit, est-ce que j'ai contrôlé, j'ai fait mon process, est-ce que j'ai bien tout géré, quoi. Est-ce que j'ai contrôlé ce que j'ai pu contrôler, quoi. Mes Mm. émotions, mon analyse, ma gestion de bankroll, tout ça, quoi. Ouais, c'est un truc, ouais, du coup, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais Good Run, c'est traître, quoi. Hmm, C'est vraiment traître sur ces points-là et c'est un truc mais du coup, c'est plus facile, je trouve, d'être assidu sur ça parce que forcément, tu es dans une bonne période, tout est positif et tu peux aussi te servir de ça pour mieux travailler parce que dès que tu es un peu dans le négatif et tout, tu vas hmm, travailler, mais en même temps, tu as le mental qui est peut-être pas trop hmm. là et forcément, c'est plus dur de se motiver. Alors que quand tout va bien, bah, limite, tu as plus d'énergie et tu te dis, mais en fait, je peux encore devenir meilleur et limite, faut en profiter. Et nous, on fait un peu les extrêmes du coup. Ouais, dès que, on sait on revient toujours un peu à la grosse période de travail, peu importe le Ouais, moment, quoi, mais faut y ouais, passer, quoi. ouais, non, c'est ça. C'est les good runs, on n'en parle pas beaucoup. T'as aussi les gens qui démarrent tout de suite avec un good run et puis derrière ils prennent le bad run Mm. et ils remettent tout en cause. Mais non, mais c'est pas parce que tu commences avec plus 25 unités et tu redescends à zéro par exemple que ta stratégie elle est mauvaise, quoi. Et il y en a, ils remettent tout en cause. Ah non, il faut que je change de stratégie. Puis en fait, à chaque fois, ils avancent pas en fait parce que comme t'acceptes pas le doute, comme t'acceptes pas le bad run, comme t'acceptes, c'est pas normal pour toi de perdre, ou t'estimes que si tu perds parce que t'as aucune notion de variance, que c'est une stratégie qui est pas bonne, bah en fait, t'es toujours dans le cercle. C'est pour ça que t'as plein de gens qui Mm. avancent pas et ça fait 5 ans qu'ils font du pari sportif, 10 ans, mais ils disent, mais non, mais c'est impossible. Et parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu ce moment, cette douleur, t'as tout remis en question. Et parfois, bah voilà, c'est la difficulté d'être tout seul dans son coin, de pas avoir ce point de repère comme tu as eu Mm. avec Ellie. Non, mais vas-y, continue. Ou Ellie, c'était quelqu'un d'autre. Et il faut toujours que tu aies une sorte de mentor qui te permette de voir des choses que toi, t'as la tête dans le guidon, t'as une bombe d'émotions en toi que tu vois pas forcément en fait. Et c'est pas je suis mauvais, je suis moins bon, etc. C'est humain et il faut le voir comme une opportunité, comme un tremplin pour progresser quoi. Et il y avait un truc que je voulais dire, mais je sais plus. Je suis parti dans tous les sens. Mais c'est Ah, pas grave, ça va me revenir. ça va revenir, ouais. Mais ouais, c'est le pari sportif. Beaucoup de gens sont ah mais la méthode, la stratégie, etc. Finalement, on parle beaucoup de 20% de stratégie de méthode et 80% mental. Voilà, c'est ce que je Mm. voulais dire. T'as le mental, par exemple, tu dis on est en bad run, on a peut-être moins envie de travailler. Ben c'est justement, c'est ça, c'est du mental, quoi. C'est quand t'as pas envie de bosser qu'il faut que tu bosses, quoi. Tu vois. Ouais, exactement. Et que quand c'est difficile, et se dire aussi que c'est dans les bad runs. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les bad runs. C'est un peu sado, mais c'est surtout dans les bad runs que tu progresses le plus, je trouve. Forcément, parce que tu vas aller un peu plus loin, tu Hmm. vas chercher des choses aussi Ça qui vont challenge, te ça. permettre. Voilà, ouais, exactement, ça te challenge. Tu as envie de remonter, mais en même temps, tu peux pas le faire en augmentant tes mises ou ton Non, volume. Donc, tu vas clairement. passer par des choses qui vont te servir pour la suite. Hmm. Et c'est pour ça que c'est très utile. Et forcément, il faut essayer d'en faire une force au maximum. Comme pour les bonnes runs, hein. C'est vraiment pour moi, il y a toujours du positif à en Quelque tirer, peu part à en importe la tirer, ouais. manière. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment un mindset de chercher à devenir meilleur, à progresser, où est-ce que je peux devenir un meilleur parieur, etc. Et pour ça, il faut être passionné. Et Mm. tu vois, et on peut en venir sur cet aspect-là, enfin, on peut partir sur cet aspect-là. Pas convaincu, tu vois, quand on parle de paris sportif, là, depuis peut-être 1h15, une heure, euh, c'est pas l'argent la première motivation, quoi. C'est vraiment un Non. développement perso, essayer de devenir meilleur, parce que en fait, ça passera par là si tu veux gagner de l'argent, en fait. Et- Ça peut pas être un truc qui est un peu forcé parce que du coup, ça viendra pas vraiment du cœur et tu feras pas les efforts de la bonne Mm, manière, je pense. Et c'est un truc aussi qui peut du coup déterminer vers quel sport tu vas te tourner. Je sais que moi, je me suis tourné vers le tennis parce que naturellement, c'est ma passion et c'est un truc qui me parle. mm, Et même au-delà d'avoir juste des connaissances dessus, je sais que c'est quelque chose qui va me faire plaisir.
Et c'est un truc qui va du coup me donner envie de me dépasser et d'apprendre et d'aller plus loin. Et il y a d'autres sports où je sais que j'aurais pas pu le faire parce que du coup j'aurais un peu abdiqué ou alors juste j'aurais pas pris de plaisir. Et c'est un truc qui encore une fois, qui est très propre à chacun, quoi. C'est tu peux avoir tes bases et tu peux aller faire ça dans le sport qui te plaît. T'es pas obligé de faire ça dans le tennis ou dans le foot Mm, mm. ou un truc comme ça, Tu quoi. vois, justement, après l'interview avec Ellie, il y a des mecs dans les commentaires, ah, je vais me mettre au tennis maintenant. Non, mais non, c'est Ouais. fais le sport qui te passionne. Si le tennis c'est ce qui te passionne, t'en fais depuis le début, ok, Mm. fais-le. Mais si c'est parce que t'as vu Ellie ou Marcos réussir dans le tennis et que tu fais le raccourci, c'est facile. Du coup, je vais me mettre dans le tennis, mais t'es pas passionné, tu connais pas un joueur. Tu vas passer des années, va dans le sport que tu maîtrises de prédilection, qui te passionne, dont tu peux tout de suite sentir où tu as un edge, où tu peux avoir un avantage sur les autres, parce que tu as telle vision dans ce sport-là. Faut pas la tournée des sports, il y en a qui la font. Allez, en janvier, le tennis reprend, je fais le tennis, et puis Ouais. après, août, le foot reprend, je fais le foot, et puis octobre arrive la NBA, ah bah je suis en NBA. Si vous faites ça, vous avancez pas non plus, quoi. Ah, c'est un truc par lequel moi aussi je suis passé, donc forcément, et Mm. par expérience, je peux dire que tu peux pas aller vraiment dans le fond de chaque sport, c'est impossible et tu vas vraiment rester en surface et peut-être que sur le court terme, tu vas gagner un peu d'argent, mais sur le long terme, jamais tu gagneras de l'argent. Pour moi, c'est impossible. Ça, comme tu as dit, ça prend du temps. Si c'est un truc dans lequel t'es pas naturellement un peu attiré ou alors que juste t'as pas d'expérience et que tu connais rien, déjà, tu dois vraiment partir des bases du sport avant de partir des bases du pari dans ce sport, quoi. Et C'est comme si toi et c'est moi, je sais pas si tu impossible, connais hein. le baseball, moi j'y connais rien du tout, je connais même pas les règles. C'est Si je da- devrais me mettre au baseball, mais ça va me prendre des années. Bah oui, Et ouais, ça c'est va ça, même ça pas me prend. passionner, c'est tellement nul à regarder. Laisse C'est vrai, tomber. ouais. Et au final, Ouais. tu vas même pas prendre de plaisir et ça se trouve, tu vas même pas gagner d'argent parce que tu comprends rien Ah et ouais, juste, c'est compliqué, quoi. tu as jamais joué, tu regardes à peine les Ouais, bah oui. matchs où tu comprends pas trop ce qui se passe. Enfin, enfin, c'est pas la démarche à suivre, quoi. Ouais, et d'ailleurs, d'où le suivi de Tipster. Moi, je trouve que c'est vraiment un Ouais. argument qui est assez énorme. C'est pourquoi aller tenter de faire ces efforts-là dans des sports où on n'y Ah, connaît rien et tout, bah oui. alors que tu as des personnes qui font ça toute l'année et qui sont Et ça fait des qualifiées pour années qu'ils ça. le font pour, voilà. Bah voilà, ouais, c'est ça. Ça- Ces années-là, tu les rattraperas pas et en plus de ça, tu seras peut-être jamais aussi bon que cette personne-là. Donc, Ah ouais, vaut mieux concentrer son énergie là où t'es compétent, tu as les mm, connaissances, où tu es passionné, parce que c'est pas uniquement du plaisir entre guillemets. Enfin, faut prendre du plaisir ah dans bah les oui, moments difficiles, ouais. et quand il y a les moments difficiles arrivera sur un sport qui te passionne pas, que tu maîtrises pas, tu peux pas continuer quoi. Ouais, C'est compliqué. surtout Et qu'il y a des moments difficiles dans les sports qu'on aime aussi. Nous, ouais, des fois, on a une run de merde. T'as même pas envie d'aller regarder des matchs au sur un vieux Kazakhstan sur tournoi. un vieux tournoi. Voilà, Ah, et ouais, pourtant, on doit le faire. ouais, Et c'est ça nous ça. passionne en plus. Donc, c'est très dur. Ah ouais, c'est Mm. clair. Et d'ailleurs, comment tu gères être tipster? C'est ça, il y a peu de. Enfin, on n'en parle pas beaucoup non plus. Être tipster, En d'être termes de gestion sur, suivi, de gérer ta communauté, tes clients, etc. bah, c'est quelque chose qui, de base, je pense que je suis assez. J'ai eu de la constance sur ça. Vraiment, ma ligne directrice, c'était vraiment d'expliquer un peu aux gens ce que je voyais du match, plus que d'envoyer juste un pari. Bon, malheureusement, là, sur les derniers jours, c'est ce que j'ai fait sur Twitter, mais c'est vraiment un manque de temps. Et je me dis que plutôt que de rien envoyer, je vais essayer d'envoyer quand même un pari. Et c'est pas grave si cette fois, ils n'ont pas l'analyse, parce que du coup, le but, c'est quand même de leur faire gagner de l'argent. Et je Mhm. sais que je vais toujours revenir aux analyses. Mais moi, j'ai toujours ce truc de me dire, peu importe le fait que j'ai un service payant derrière, je veux partager gratuitement des analyses à ceux qui me suivent parce que voilà, il faut commencer par là. Moi, j'ai eu accès à ça aussi gratuitement via des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont répondu. J'ai des personnes aussi qui m'ont mis en avant. D'ailleurs, je voulais aussi remercier c'est Jerky sur Twitter, grâce à qui j'ai eu énormément d'opportunités. C'est une personne que je connaissais de nulle part, qui était un peu dans les paris sportifs et tout, et qui, au final,
m'a conseillé à droite à gauche et grâce à cette personne, je suis là où j'en suis actuellement. Et je pense que c'est aussi parce que du coup, j'ai été assez sincère sur qui j'étais et sur ce que je voulais vraiment faire transparaître sur mon compte et sur mes réseaux et sur ma manière d'écrire les choses. C'est vraiment un truc, moi, qui me tient à cœur. C'est vraiment ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas essayer de vendre un truc qui n'est pas vrai. Je vais pas mettre que en avant mes résultats positifs et juste mettre une petite croix dès qu'on a perdu, quoi. Des fois, j'aime bien dire, bon, bah, on a perdu, mais je pense que le bet était bien. Ou des fois, je dis aussi, quand on a gagné, bon, bah, en fait, le bet était nul. Hmm. Moi, j'aime bien être transparent sur ça Et je et pense que les que c'est gens, ce en fait, que les gens apprécient chez toi, dans ton contenu, dans ton compte sur X, cette authenticité dans un milieu où il y a énormément d'arnaques, de fake, où on te mm, fait un peu croire tout et n'importe quoi pour vendre des services et malheureusement bah, c'est les plus naïfs qui tombent dedans et c'est aussi ce qui explique ton succès aussi dans ce milieu. C'est ton authenticité, ta transparence et bravo à toi en tout cas. C'est pour ça que j'avais aussi envie de merci. t'inviter sur le Dorado Show. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Et du coup, ouais, c'est un truc sur lequel bah, j'aimerais bien continuer forcément à l'avenir. Je sais qu'en ce moment, on a vraiment beaucoup trop de travail et je peux pas être aussi actif en public qu'avant, mais c'est quelque chose qui, pour moi, doit quand même rester central par rapport à mon activité parce que du coup, c'est grâce aux personnes et aux gens qui me suivent que du coup, je peux aussi en vivre et que c'est mon métier à plein temps maintenant. Donc, forcément, je leur dois aussi ça. Et bah, ça reste un truc, moi, que je veux continuer de faire, peu importe. Mhm. Même quand, je sais pas, si je change complètement de dimension et que derrière, j'ai même plus besoin de faire publiquement ça et que juste je gagne mon argent via les pronostics, je sais que j'aimerais toujours partager parce que du coup, c'est propre à moi, encore une fois. Et voilà. Et c'est aussi un truc qui m'a plu chez Ellie, c'est que forcément, Tennis Metrics, c'est un truc où on essaye de jamais mentir. On veut vraiment que ça soit certifié à 100%. On essaye aussi de répondre aux personnes le plus objectivement possible, de façon transparente. Et c'est aussi pour ça que j'invite les personnes qui vont regarder cette vidéo, si jamais, à venir m'écrire pour avoir des informations ou juste discuter un peu betting, parce que c'est un truc, voilà, qui me plaît, moi. Mhm. Et le fait de partager avec des personnes, c'est un truc qui, Ouais, pour c'est moi, c'est gratifiant. inestimable, quoi. Ouais, c'est gratifiant, mais c'est inestimable aussi dans le sens où parler de ça avec des personnes qui sont passionnées ou qui veulent en faire leur métier et tout, je trouve ça trop bien. Ah non, c'est top. Et puis tu peux rencontrer des personnes et puis derrière tu crées un bon feeling, un bon Mm. contact et derrière ça te donne des opportunités. Et on sait pas de quoi est réservé demain et c'est ça qui est cool de partager. Bon, je pense on a fait le tour. Tu avais des choses peut-être à rajouter ou Là, comme ça, je pense non? pas. Non, Non. je pense Non. pas. Et toi? Non, bah, je suis plutôt satisfait de l'interview pour le moment, mais après, moi, je dis toujours ça, puis après, on part encore sur 20 minutes. Donc, moi, je peux parler 2 heures, il n'y a pas de problème, je peux passer toute l'après-midi. Ouais, je peux parler 2 heures aussi, hein. Mais ouais, non, mais est-ce que tu as un petit conseil, toi, à donner aux parieurs qui débutent, peut-être qu'ils sont en période un peu, j'y arriverai jamais, parce C'est que, vraiment, ouais, c'est le maître mot, c'est la persévérance. Il n'y a pas de bon parieur qui commence comme ça. Moi, j'ai commencé, j'étais très nul. Je faisais des combinés, je pariais sur plein de sports. Je faisais vraiment, je pariais d'une mauvaise façon. Et comme je l'avais dit au tout début, c'est encore accessible sur mon compte Twitter. Je pense que tu remontes et tu vois à quel point, bah, du coup, je pariais d'une manière qui n'était pas bonne. Et j'ai appris sans pour autant vraiment me dédier à ça au début. Je me suis pas dit, je vais devenir un super parieur et en vivre. J'ai vraiment fait ça par passion. Pour moi, les deux mots, c'est peut-être persévérance et passion, quoi. hmm, Si tu choisis peut-être un sport où vraiment tu sais que tu vas pouvoir t'éclater et après tu fais les efforts derrière. Et forcément, il n'y a pas de recette magique, mais en même temps, si tu fais le travail comme il faut, bah, je pense que tout le monde a les capacités pour ouais. gagner de l'argent. Je pense que tout le monde a les capacités. Puis je pense aussi un des gros problèmes, c'est que t'as beaucoup de gens qui mettent la charrue avant les bœufs. Ils veulent aller trop Mm. vite.
trop vite, trop vite, trop Ouais. vite, et donc ils vont miser de l'argent qu'ils sont pas prêts à perdre, ils vont croire qu'ils sont arrivés, que ça y est, c'est terminé, et ils reprennent le revers du bâton, et ils veulent se refaire, et voilà, ben, on connaît le cercle vicieux, et je pense que la persévérance et passion, c'est deux mots qui sont primordiaux si tu veux réussir dans les paris sportifs. Il faut que tu sois passionné par le pari sportif, vouloir toujours apprendre, passionné par le sport que tu fais, pareil, toujours vouloir apprendre, et puis être persévérant et pas au premier échec d'abandonner et justement voir cet échec, et si on peut appeler ça échec, parce que justement un échec c'est quand tu as abandonné et que tu as arrêté, et là c'est sûr que tu n'arriveras jamais, le prendre comme une possibilité de progresser, de s'améliorer, parce que bon bah ceux qui nous regardent, bah ils voient ton parcours, ils nous voient là maintenant, mais c'est le haut de l'iceberg, ils n'ont pas vu Ouais, tout ce qui c'est s'est vrai. passé tout ce qui s'est passé avant. Donc voilà pour le petit mot de la fin. J'ai une petite dernière chose à dire. Non, si, Non, je pense qu'on a fait le tour. on a fait le Et tour. puis de toute façon, s'il manque des choses, on pourra se refaire un épisode ou parler d'autres choses aussi avec Yes, plaisir. avec plaisir, Marcos. En tout cas, vous pouvez le suivre sur X. Vous avez le lien dans la description. Pareil pour Tennis Matrix. Je mettrai le lien dans la description. Je sais pas s'il y a un petit code promo là pour Wimbledon ou pas. On peut faire un code promo, On peut faire un évidemment. petit Ouais. Dorado Je Show pour le vais... petit. On mettra ça dans les commentaires. Comme ça, Voilà. les gens pourront Et comme voir ça, ça. les gens pourront Et du tester coup, ouais, Tennis Matrix. exactement, et c'est le bon moment pour tester, vu que Wimbledon, c'est un des quatre grands chelems. Et là, on a des bons résultats en ce moment. On est sur une bonne dynamique, je trouve. Plus que sur les résultats, c'est vraiment une dynamique qui est Dynamique. vraiment assez cool. Et voilà, je pense que c'est un très bon moment pour nous rejoindre. Voilà. Ok. Après, vous pouvez Parfait. essayer et voir ce que ça donne. Parfait, parfait. Bon, en tout cas, merci Marcos d'être venu, ça fait plaisir. Et puis, ben, on essaie de se recaler une autre interview prochainement. Avec plaisir, Ce que ouais. je disais à Ellie, je dis bah, peut-être que chaque année, une petite interview Marcos pour Wimbledon et Ellie pour Roland Garros, c'est la routine. Ça pourrait être sympa. Et comme ça préchauffe un peu la communauté pour ces jolis et grands tournois. Merci à toi Marcos, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu, c'était très intéressant et voilà, Et j'avais rien d'autre à dire. et à très vite et bonne chance pour Wimbledon. Merci. Ciao, ciao.